Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de Lee Show, un podcast qui a pour but de parler des gens de la communauté, soit haïtienne, qui font des trucs selon moi extraordinaires, ou bien quelqu'un qui a juste un parcours atypique selon moi. Donc, premier épisode, j'ai 2 personnes pour vous. Ils ont maman, ils ont petite, Anaïka Mazil et Sophie Germain, qui sont là pour parler de l'école qu'ils ont en Haïti. Mais avant tout, je dois vous présenter le commanditaire Munchies. Munchies, c'est une compagnie de bonbons exotiques. Il y en a un peu partout à Montréal et ses environs. Donc, je tiens à dire merci à Munchies de nous sponsoriser pour le Lee Show. Donc, sans plus tarder, on a des gens très sérieux que j'ai mis en fait sur toute belle juste pour moi aujourd'hui. On va commencer par l'introduction de Sophie. Tu me permets que je t'appelle Sophie? Oui. OK, pardon. J'ai oublié de demander. Je suis allée dans les familiarités. Donc, Sophie, qui est là pour parler... en fait, quel est ton rôle dans l'école? Bon, présente-toi. OK, d'accord. Ben, écoute, moi, je suis Sophie Germain. Je suis cofondatrice de l'Association de développement Notre-Dame de Payan, qui est en Haïti, dans la région des Nippes. Et puis, après, comme j'ai mon rôle de cofondatrice, mais comme étant donné qu'à cette époque-là, j'habitais en Haïti, donc au début, j'ai été directrice de l'école, à mes heures éducatrice et enseignante. Et puis, pendant que le projet école a grandi, je suis devenue chargée de projet. Et puis, aujourd'hui, je suis encore chargée de projet après 30 ans. Et puis, c'est ça. Sinon, dans la vie, je suis animatrice, intervenante, médiatrice culturelle, interculturelle, et ici au Québec. Mais je suis encore chargée de... Artiste peintre aussi. Artiste peintre aussi. Donc, c'est ça. OK. Et puis, c'est à peu près, c'est ça. C'est mon rôle au niveau de l'école. En ce moment, je suis chargée de projet. OK. Beaucoup de chapeaux. Ouais. Oui, énormément de chapeaux. On aime ça? Non, mais c'est pour Ouais. ça que je sais qu'Anaïka, toi aussi, tu as beaucoup de chapeaux. Je sais que tu as appris ça de ta mère. Loin. Exactement. Comment il dit, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre? Oui. Voilà. Chose comme ça. Voilà. Moi, c'est Anaïka. Anaïka, je suis la fille de Madame Sophie ici. Moi, mon rôle dans l'association, je suis nouvellement présidente. J'essaie de... comment qu'on dit ça, venir faire suite à la, je vais le dire en anglais, là, but the legacy. Ouais, l'héritage. L'héritage, voilà. Donc, faire suite à l'héritage. Donc, nouvellement présidente dans l'école. Sinon, j'ai été étudiante à l'école aussi. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai d'autres multiples chapeaux, photographe, maman et plein d'autres. Mais aujourd'hui, on va se focusser sur le chapeau de présidente de l'association. Parfait. Donc, je vais commencer avec des questions pour Sophie, parce que l'école a commencé avec toi. Donc, est-ce que tu peux me dire comment... Bon, vraiment, t'es québécoise. Oui. C'est ça? Oui. Donc, Comment atterrir à Haïti? genre, comment Haïti est arrivé dans ta vie et comment l'école est arrivée dans ta vie? Puis aussi, tu me dis, ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, je pense que Duvalier venait de tomber. Donc, tu vois, Haïti, c'était une nouvelle ère, je pense. Exact. Donc, comment on arrive en Haïti dans les années 90? Oui, en fait, c'est en 88 que je suis allée en Haïti la première fois comme en coopération internationale. Et puis, j'ai adoré. Je suis retournée une deuxième fois en coopération internationale et j'ai rencontré le papa de Anaïka, qui allait être mon futur époux. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de m'établir en Haïti. Et puis là, on a fondé une famille. Et pendant que les enfants grandissaient 2, 3 ans, 4 ans, on s'est certain qu'on se questionnait. On était dans les montagnes à Payan, où est-ce qu'il y avait très peu d'écoles. Et puis, on se questionnait où est-ce que les enfants étaient pour aller à l'école. Entre-temps aussi, mes parents venaient nous voir à chaque hiver. Mes parents québécois venaient passer l'hiver en Haïti. Puis là, on a commencé à se questionner ensemble avec la communauté. De quoi est-ce que la communauté aurait besoin? Ma mère est intéressée, mon père est intéressé de éventuellement justement fonder une association. Et puis, on s'est questionné, est-ce qu'on allait dans le secteur de la santé ou de l'éducation ou du culturel ou du social? Puis finalement, le choix s'est arrêté sur le développement d'une école. C'est ça. Puis c'est comme ça que le projet école a commencé, où est-ce qu'on a commencé simplement avec une petite maternelle de 8 élèves, où j'étais l'éducatrice.
Et puis, mes parents sont venus ici, ils ont fondé l'association, ils ont commencé à faire des soupers, spaghettis, des brunchs. Et puis, on s'est posé la question, où est-ce que, si on veut vraiment développer une école préscolaire et primaire, ben, il faut acheter quelque chose. Et puis, c'est là que pendant l'embargo, je me souviens plus trop, l'embargo, c'était en 94. L'embargo c'était 93. Ouais. Ben, pendant le premier mandat d'Aristide. 91, 92, on a eu l'offre d'acheter une ancienne, je pense que c'était une église désaffectée. Puis on a acheté l'école. Ben, on a acheté l'église, en fait, qu'on a aménagée. Et puis c'est comme ça que l'école a grandi avec, au début, 8 élèves de maternelle du quartier, des jeunes qui n'allaient pas à l'école. Et puis aujourd'hui, ben, on a plus de 400 élèves. Ouais. Puis on va jusqu'au cégep 1. OK. Puis quand elle dit l'infrastructure, il faut vraiment, on va vous mettre je vais t'envoyer les photos pour voir vraiment d'où est-ce qu'on est parti, là. Parce que c'était, quand elle dit église, je pense que c'était presque en démolition, là. Il tenait pas, il n'y avait pas grand-chose qui le tenait. Ouais. Et maintenant, à voir l'évolution de l'école, c'est vraiment, tu vois le 30 ans de travail. Bon, en fait, on était, en étant un organisme à but non lucratif, on est devenu partenaire de Terre sans frontières, qui est un ONG ici au Québec, qui travaillait, eux, avec l'ACDI. Donc, on a pu construire en partenariat les infrastructures de l'école. On a commencé avec vraiment un hall où est-ce qu'il y avait des tôles rouillées. Puis, ça, je pense qu'on a été en construction, en augmentant les classes d'année en année. Je pense qu'on était dans un champ de construction pendant à peu près 10 ans. C'était au fil des années qu'on ramassait des fonds, que l'ACDI pouvait doubler les fonds, qu'on faisait comme « la salle de première année ». L'autre année d'après, la salle de deuxième année. Cette année, on va construire une direction. L'autre année, on va construire une cafétéria pour la cantine scolaire. Fait que c'était comme ça qu'on a agrandi l'école, puis qu'aujourd'hui, on a 2 étages. Ouais. Puis c'est une école en béton, en bloc. Et puis, c'est ça. Ouais. Qu'on a essayé aussi d'adapter à la réalité parce que avec les tremblements de terre qu'il y a en Haïti, je me souviens qu'il y a eu un moment, c'était OK, oui, on a une entrée pour aller au deuxième, mais s'il y a une panique et que les enfants doivent descendre rapidement, là, on a aussi essayé tranquillement d'adapter les infrastructures en fonction de la peur aussi qu'il y a dans la communauté parce que c'est eux qui le vivent, le choc naturel. Là. Nous, on est là, on est à l'externe, mais eux, le choc de voir la maison tomber ou ça, c'est des traumatismes aussi que les parents, ça leur stresse de savoir que leurs enfants, exemple, sont dans une école de béton. Ce qui nous a amené il y a 2 ans à construire justement d'autres salles de classe, mais avec des toits en tôle parce que les parents, ça les rassure. Pour les maternelles, parce que les parents, ça les rassurait plus de savoir que les tout-petits peuvent sortir plus facilement. Fait il y a ça aussi qu'on essaie de s'adapter à la réalité du pays. Puis aussi, c'est une zone rurale, une zone agricole, puis il y a des raretés de pluie, il y a de la sécheresse. Et puis aussi, en dessous de l'école, aussi, on a construit, en dessous des salles de classe, on a construit des citernes d'eau de récupération de pluie qu'on peut, pendant les moments de sécheresse, comme faire des distributions aussi à la communauté. Donc, on est très proche de la communauté aussi. OK. Ouais. Oui, question, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est où Paillon. Ouais. Donc, Anaïka, on va faire un cours de géographie 101. Où est Paillon? Paillon dans le sud d'Haïti. En Haïti, on l'appelle NIP. Bon, eux qui vont connaître le NIP. C'est dans le NIP. C'est visuellement pour ceux qui ont déjà été dans le sud. C'est comme si on a le fameux carrefour de Miragouane où est-ce que c'est soit tu veux aller vers Akin, Okaï, ou tu veux aller vers Petite Rivière, Baradère. Et on a une petite route qui monte, c'est 6e section communale qu'on est. La 6e section communale, c'est une petite route. Point de référence pour des gens aussi, ce serait le carrefour Reynolds. Reynolds avait des constructions, il fut un temps, fait que ce serait un point de référence. Ou bien Salagnac. Salagnac c'est le point aussi. le plus haut de la montagne où on est, mais c'est le sud, mais dans le fond, c'est l'ancienne Grande Danse, qui est aujourd'hui les NIP. C'est un département qui a été ajouté, là, ça fait quelques années. OK. OK, donc je ne sais pas si
parce que mon cours de géographie haïtienne est vraiment mauvais. Mais sûrement, il y a des gens qui vont me dire, oui, elle a bien dit. Je pense que tu as bien dit parce que tu as donné beaucoup de détails. Écoute, j'essaie. Exactement. Donc, l'école a été fondée dans les années 90 avec 8 enfants seulement. C'est sûr que je pense pas qu'il manquait des enfants dans la communauté, mais peut-être, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants ou il y avait un nombre très limité d'enfants? Est-ce que c'est parce que les parents ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école? Ou bien c'est parce qu'on n'avait pas les ressources pour accueillir un nombre d'enfants important? Ben, je pense aussi que nous, c'était comme... moi, j'ai pas étudié dans l'enseignement, là. J'ai appris beaucoup sur le tas en Haïti, mes différents métiers, là. Et on a commencé tranquillement, mais sûrement. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on est là encore aujourd'hui. On n'a jamais été vraiment trop pressés. Sur les 8 enfants, il y avait mes deux garçons. Parce que j'ai 3 enfants. Et les autres enfants, c'était les enfants du quartier qui n'allaient pas à l'école. Donc, en septembre, ceux qui étaient déjà dans d'autres écoles, moi, j'ai été chercher les enfants un peu dans les petites cuisines qui n'avaient pas de chance vraiment d'aller à l'école. Puis après, dès la deuxième année, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait mettre en place un système de parrainage parce que je voulais, c'était comme offrir la scolarisation aux plus démunis des démunis païens, je pense. C'est ça, c'était un peu l'objectif, mais avec une bonne qualité d'éducation. Donc, je voulais... c'était rien de moins, mais c'est vraiment le système de parrainage, le programme de parrainage qu'on a implanté qui a permis de faire ça pendant une 30aine d'années. Puis jusqu'à présent, c'est encore ça. Donc, c'est certain que maintenant, il y a des jeunes, des familles qui ont un peu plus de moyens, mais on ne ferme pas la porte aussi aux familles qui ont des moyens plus restreints. Okay. Et puis, c'est ça. Donc, dès la deuxième année, là, les classes... Dans ma tête, on faisait seulement une maternelle. Comme là-bas, ils appellent ça un kindergarten. Mm-hmm. Donc, on voulait juste faire préscolaire 1, 2, 3. Puis quand l'année qu'on commençait le préscolaire 3, c'est là que la communauté a commencé à nous dire, ils nous font un primaire. Fait que là, il a fallu que je consulte ici ma mère, le CA, on s'embarque dans quelque chose de plus gros, là, si on y va pour les classes de primaire. C'est là que ça a demandé des constructions de classes supplémentaires, puis tout ça. Puis finalement, on a embarqué, puis les Terres sans frontières qui sont situées à la Prairie, l'ONG que je te parle, ils nous ont vraiment supporté là-dedans, là, énormément, parce qu'eux avaient déjà de l'expérience en éducation en Afrique. Un peu déjà en Haïti. Donc, ils nous ont vraiment accompagnés là-dedans. Ils ont surtout accompagné mes parents. Puis après ça, on a ouvert aussi un programme de coopération internationale. Puis après ça, par le fait même, avec toutes les intempéries, les cyclones qui peuvent passer, par le fait même, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il a fallu qu'on ouvre une cantine scolaire. Puis aussi de répondre justement aux urgences. De l'aide alimentaire d'urgence quand il y avait des intempéries puis tout ça. Fait que ça a grossi un peu malgré nous. On a vraiment fait ça au début. On le voyait pas si gros non plus. On voyait une maternelle. C'était ça au début. Ouais. Puis je me disais, au primaire, j'enverrai mes enfants dans d'autres écoles ou à Miragouane, tout ça. Puis finalement, mes enfants, ils ont fait tout leur préscolaire, leur primaire à l'école. Okay. Ce qui a vraiment aidé à créer le lien de confiance avec la communauté. Où est-ce qu'ils savaient que j'aurais pu envoyer mes élèves peut-être chez les frères Canado à Miragouane. Puis je me disais, non, vous allez être ici, puis vous allez aussi... ça va me permettre aussi de vraiment tenir ma parole, d'offrir une qualité d'éducation. C'est vrai, puis j'admire ça, parce que je pense que par moment, il y a une certaine hypocrisie. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, je vais faire la chose, genre, on va dire, je fais l'école, mais mes enfants vont aller dans des écoles à 20 000 $. C'est une école élite. Ouais. Mais si c'est pas bon pour tes propres enfants, pourquoi tu vas envoyer? Tu sais, tu vas vouloir avoir les enfants des gens. Donc, j'admire ça, le fait que... Surtout en communauté. En communauté, je pense que c'est important parce qu'à Payan, on est considéré vraiment en dehors. C'est comme une méga grosse famille. Fait que tout le monde du gain yeux sous, les gens te regardent. Fait qu'à la seconde, ça se serait questionné et je pense que ça aurait été une perte de crédibilité. Mais en même temps aussi, je pense que c'est, comme tu dis, ça nous a montré que, regarde, maintenant, mon frère a été à l'université ici, ou bien notre scolarité n'a pas été discréditée pour autant. Et
écoute, j'ai plus qu'appris, moi. Exactement. Ouais. Puis, on s'entend que tu as fait ton éducation ici. Le système, pour moi, dans ma tête, le système d'éducation haïtien, c'est quelque chose qui... Tu me demanderais que c'est quoi? Je sais qu'il y a philo rétro. Après ça, je sais pas. Donc, est-ce que c'était difficile de mettre sous pied, genre, prendre en considération qu'il y a le système d'éducation haïtien? Comment t'es arrivée parce que t'es québécoise, tu connais pas, donc comment t'as fait pour... Ben, en premier, je suis allée auprès des inspecteurs, des inspectrices de la région, là, de la zone. Du ministère, qui m'ont donné tous les programmes. J'ai feuilleté les programmes de première année jusqu'à la 6e année. Puis je me suis rendu compte que c'est pratiquement les mêmes programmes qu'ici, là. Tu sais, ils appellent pas ça univers social ou sciences expérimentales, sciences sociales, l'histoire d'Haïti... Puis je trouvais même que le curriculum, il était vraiment avancé. Puis, tu sais, j'avais aussi un regard critique en considérant que il y a quand même une bonne partie des parents qui sont analphabètes quand on est dans un milieu rural. Puis je trouvais que le programme a été fait comme pour peut-être les enfants des grandes villes où est-ce que les parents parlent un peu plus français. Fait que là, on était que dans du créole, dans un milieu agricole. Donc, j'ai adapté plus les activités, parce qu'on devait maintenir les objectifs pour être capable d'inscrire nos élèves aux examens du certificat de 6e année à cette époque-là. Donc, on devait absolument passer à travers les programmes. Mais j'ai comme adapté, j'ai mis comme plus en pratique les cours de sciences expérimentales ou d'observation dans la nature ou d'écologie ou, tu sais, il n'y a pas de laboratoire en Haïti, mais vu que j'avais tout ce background de comment qu'on pourrait le faire plus dans la pratique, mais toujours en réalité des gens. Tu sais, on faisait des mathématiques avec des shadeks. Tu sais, c'était ça. Où la science, c'était... on allait planter... Il y avait la journée où on nous donnait un arbre, d'aller planter ton arbre, ou même qu'on allait faire des pépinières, comme on avait le... Fait que c'était vraiment dans la pratique. Je pense que même, ça devient tellement inconscient. C'était, oui, j'étais à l'école, mais sur le coup, ces genres d'activités-là, pour moi, je l'associais même plus à l'école parce que c'est une continuité de la vie de tous les jours. Je le vois, le parent se lever le matin, aller s'écler son terrain. Fait que maintenant que moi, à l'école, j'apprends comment faire pousser quelque chose puis que je le vois, mais dans un terrain, là, dans ma propre terre rouge. Pas comme, tu sais, on te donne ici, là, un petit carré, tu mets ton petit grès, puis c'est à l'école, c'est tout. Là, c'était comme main dans la terre, puis c'est rendu une éducation qui est plus comme dans un cadre spécifique, là. Puis je pense que t'apprends mieux comme ça, c'est fluide, il y a moins de stress de... Tu dois apprendre ton livre puis donner tout le détail de comment que la transformation s'est faite, la photosynthèse et tout ça, versus là, c'est... Tu le vois, là, on revenait 2-3 semaines après, regarder la pépinière est rendue où, ou bien on allait faire la récolte nous-mêmes de qu'on avait planté. Fait que c'était comme la pratique était vraiment... OK, c'était organique. Oui. Dans le fond, c'est comme... je partais comme je disais, OK, on va faire une corvée. On va faire un jardin communautaire maïs. Donc, on a planté maïs, les maïs parés, nous casser maïs. Et puis, dans le jardin, on fait un feu, on boucane le maïs, on mange du maïs. Donc, c'était vraiment rassembleur pour les parents puis les élèves. Je faisais des activités où est-ce que je mettais vraiment tout le monde en participation. C'était le carnaval, par exemple, ou les fêtes de Noël, tout ça. Mais c'était ça. C'était beaucoup agricole. Comme je suivais un peu la tendance parce que c'est ça, c'est que j'étais pas touriste là-bas. J'étais pas coopérante là-bas. J'étais pas perçue comme une coopérante, tu sais. J'habitais là-bas, j'ai fondé ma famille là-bas. Donc, je me suis acclimatée super vite parce que l'accueil est super bonne là-bas, en Haïti, particulièrement en campagne. Puis, je faisais partie des femmes, là, je faisais partie des leurs. Fait que je voyais aussi la réalité des femmes, des familles, les difficultés. Fait que c'est pour ça, tu sais, que peu à peu, on a fait un moulin à maïs parce qu'il manquait un moulin à maïs dans la région. Comme elle dit, on a fait plusieurs fois des pépinières là, de 10-15 000 arbres. On faisait la journée quand c'était le temps de la récolte d'igname, on faisait un super gros bouillon d'igname. Les mamans venaient avec leur couteau. Tu sais, ils venaient avec leur couteau à l'école pour venir éplucher les ignames. Moi, j'arrivais avec ma grosse chaudière. On faisait une corvée. On faisait comme un gros bouillon. On faisait le tchak. C'est ça, pour la fête de l'agriculture, le 1er mai.
Fait que c'est comme, j'ai comme adapté des connaissances d'ici, mais vraiment au milieu de là-bas. OK. Tu sais, au milieu rural, puis avec tout, autant académiquement parlant, tu sais, tu peux pas... Très social aussi. Faire trop de devoirs à la maison. Quand les parents sont analphabètes, qu'est-ce que tu fais? Ils peuvent pas vraiment réviser avec l'enfant non plus. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment de s'adapter à la zone. Comment c'est la réalité, ouais. Mais je trouve que c'est super bien parce que, tu sais, ça montre une certaine vie participative. Puis, tu sais, j'ai eu des échos des gens qui vont à l'école à Port-au-Prince. Genre, j'ai l'impression que l'école à Port-au-Prince, c'est du par cœur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... En tout cas, de qu'est-ce que j'ai compris des récits des gens, c'était super carré. Puis là, comme, on dirait que ça me donne envie d'aller, moi, planter du maïs. Tu sais, aller faire du chaka avec les dames. Je veux aller faire ça parce que, je pense que c'est intéressant. Puis aussi, c'est une réalité pour les enfants que, tu vois ton parent le faire parce que souvent, peut-être c'est des parents agriculteurs, mais t'es à l'école, t'es pas tout à fait détaché de ça. Tu restes en contact avec ton rapport à la terre. Ouais, parce qu'un des objectifs aussi, c'était vraiment de valoriser le paysan. C'est la valorisation, ça a été toujours aussi dans ma tête. Donc, je voulais pas faire comme on a fait ici avec les Autochtones, de les tasser, parce que je sentais qu'il y avait déjà ce préjugé-là des gens, des villes qui disaient « Ah, moun payan, c'est moun piaté. » Puis quand tu dis paysan, c'est comme presque une insulte en Haïti, alors qu'ici, nos agriculteurs, ils peuvent être millionnaires aussi, là. Donc, tu sais, comme quand je comprenais pas trop. Puis, fait que c'était vraiment de valoriser le métier, l'agriculture, ce qu'ils font, ce qu'ils sont aussi. Parce qu'il y a toute la culture qui va avec ça aussi. Tu sais, et à l'école, on était vraiment inclusif. C'était autant catholique que protestant que vaudouisant aussi. Tu sais. Donc, j'agençais aussi dans l'interne. J'agençais mes activités culturelles en fonction aussi, en respectant tout ça, pour être toujours inclusif de tous. Fait que n'importe qui de la zone pourrait te dire comme je vais jamais catégoriser pour exclure un enfant parce que ses parents sont protestants ou sont vaudouisants. Donc, ça a été toujours d'observer. Moi, ça a été ma méthode. D'observer, de me tenir avec les grands mounes, les aînés, d'apprendre beaucoup des aînés, puis d'y aller à la façon qu'ils sont parce que c'est bien ce qu'ils font. Pourquoi changer ça? Puis quand j'ai eu des coopérants qui sont venus, qui arrivaient des fois avec leurs gros sabots, de qu'est-ce que la coopération internationale, je m'en viens changer les affaires ou je m'en viens les sauver, je mettais des freins à ça. On pourrait en parler. Là, j'ai renversé aussi toutes ces... Je faisais de l'éducation aux coopérants avant qu'ils arrivent aussi. Ah oui. Je pense pas que t'arrives en Haïti puis que... Parce que c'est vrai, puis je pense même moi, ce que ces coopérantes-là ont probablement vécu, moi, je le vis maintenant en étant loin. Des fois, je vais peut-être me rappeler de moments de quand j'étais en Haïti, mais la réalité continue à avancer. Là. Les gens, ils sont dans la famille, ils sont dans ci, ils sont dans ça. Fait que même si tu arrives, toi, en mode OK, aujourd'hui, on va faire telle activité. Ouais, mais l'enfant a peut-être même pas mangé ce matin. Là. Tu sais, attends, là, tes gros projets que tu veux faire, vas-y, on va aller monter une montagne, on va faire du sport. Comme, non, la réalité est que tu dois prendre en compte faudrait peut-être que tu lui donnes cette journée-là une collation avant de penser à aller lui faire jouer au soccer, fait que souvent, je pense que c'est ça. Moi, maintenant, ici, je reprends un peu attends, là, tu peux pas retourner en Haïti puis penser que tu vas venir sauver le monde parce que si tu le fais comme ça, tu vas frapper un mur parce que la réalité va te faire... Peu importe ce que tu veux faire, la réalité est plus forte que toute ton imagination. Ouais. Là. Puis je suis contente qu'elle soit retournée justement l'année dernière là, pour aller s'asseoir à l'école puis d'observer la réalité parce que tu dois toujours partir de la réalité. Puis moi, j'étais toujours en remise en question par le bas. Remise en question par le bas. Tout le temps, là, je partais sur des affaires. Là. Ah, une bibliothèque. Non, c'était vraiment pas la priorité. Une bibliothèque, là. C'était la cantine scolaire. C'était ça, la priorité. Tu sais, parce qu'on peut partir dans toutes les directions. Puis quand on reçoit plein de coopérants, eux autres, ils ont chacun leur petite chose. Ils peuvent partir aussi. Fait qu'il y a comme... Ground zero. On leur montre le ground zero avant. Oui, puis aussi, toujours avec... Je leur dis aussi...
dans tout ton séjour, si tu es capable de dire ce que tu fais, c'est bien, là. L'enseignant, au lieu de dire tu pourrais être plus efficace, plus productif, on pourrait atteindre l'objectif plus vite si tu faisais ci, ça. Même les professeurs, ils étaient essoufflés après peut-être une douzaine de coopérants. Ils m'ont dit on n'en veut plus de coopérants dans les classes. Là. Donc, premièrement, ils n'ont pas d'uniformité. Ils viennent chacun avec leurs affaires. Puis c'est là que j'ai compris on a besoin d'être valorisé dans ce qu'on fait. Point. On peut-tu juste commencer là? Fait que j'espère, en tout cas, que le message que je passe, si jamais ou quand Haïti va débloquer puis que tout le monde veut y retourner, là, fou, avec leurs idées imaginaires, comme tu dis, de vraiment rester peut-être, d'y retourner 2-3 fois puis juste d'observer. Juste d'observer puis de partir d'eux, puis partir de ce qu'ils sont. Parce qu'on veut pas les changer. Pourquoi changer ce qui marche? C'est ça. Je pense que des fois, quand on est ici, on est un peu dans un complexe de supériorité, dans le sens où tu te dis, moi, je vais en Haïti, puis guess what? Moi, je peux tout régler. Tu sais, comme si tu te mets comme ça, c'est sûr. Puis en plus, l'Haïtien est un peu... on n'est pas facile. C'est notre beauté, on n'est pas facile. Fait que tu vas dire à l'Haïtien, tu vas commencer à dire, oui, ça fonctionne pas. L'Haïtien va te dire, Il va te reclasser tout de suite. Mais là, il y a 2 volets. C'est sûr que l'école, là, on parle du côté terrain. Parce que, comme, on dirait que je me suis transportée quand tu parlais. Je me voyais aller planter des arbres et tout. Il y a le côté aussi, tes parents qui sont à Montréal. J'imagine qu'ils sont à la retraite ou peu importe, ils travaillent en même temps pour essayer de te trouver des fonds. Ouais. J'imagine que c'est pas facile, financer une école. Ouais, non, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage, puis de travail, puis de détermination. Ouais. Puis de comprendre la cause. Puis je pense le fait qu'eux, ils revenaient 2-3 mois par année aussi, puis qu'ils voyaient pour qui ils le faisaient. C'était tout leur drive, tu sais, de savoir qu'ils le faisaient pour Lionel, pour Néné, tu sais, ils mettaient des noms aussi sur pour qui ils le faisaient. Fait que c'était toute la différence. OK. Puis, tes parents, ils n'ont pas hésité à aller voir Terre sans frontières. Mais comment c'est on va dire... La connexion. La connexion s'est faite entre tes parents et Terre sans frontières. Okay. Parce que... je pense que mes parents, ils ont fait du bénévolat à Terre sans frontières, déjà. Puis, c'était avant même que j'aille en Haïti. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Fait que quand je suis allée en Haïti, puis j'ai décidé de m'établir, puis on a décidé de faire un projet en Haïti, c'est là qu'il y a eu tout l'accompagnement, tout ça. Mais c'est vrai que ma mère, mon père, le conseil d'administration de l'époque, c'était des gens de Terre sans frontières. Il y avait des gens de la famille, il y avait des amis qui étaient sur le conseil d'administration au début. Ces gens-là travaillaient vraiment fort. C'était 3 activités de levée de fonds par année. Okay. C'est ça, je te dis. Il y avait l'artisanat aussi. Oui, il y avait le salon des artisans, il y avait un brunch, spaghetti par année, un souper spaghetti, un brunch, il y avait la théâtre. Le tirage aussi. Il n'y avait pas le tirage, là, avec le Terre sans tirage, c'était Terre sans frontières, mais c'était plus des sous qui allaient un peu partout. Autant en Afrique qu'en Haïti, mais spécifiquement à l'école. Il y avait aussi la troupe optimiste, troupe du club optimiste. Club de théâtre aussi. Oui, c'était un théâtre qui faisait du théâtre pour nous. Jusqu'à présent, on a le club optimiste encore. Puis c'est là que j'ai commencé aussi. On a commencé à chercher des fonds dans les écoles. OK. Les écoles au Québec? Oui. Oui. Donc, on allait faire des conférences dans des écoles. Puis la classe partait à une activité de levée de fonds de par elle-même. Okay. Puis après ça, ils ramassaient comme, je sais pas... 1 000 $, ça permettait à cette époque-là de parrainer 10 enfants. Ah, quand même. Ouais. OK. Ouais. Fait que mes parents, eux, c'était vraiment la coordination ici qu'ils faisaient, puis l'organisation, la planification d'événements, puis eux autres aussi, ils apprenaient sur le tas, là. Mais j'adore ça. Ouais. Puis, bon. Puis ma mère, elle parlait beaucoup, fait qu'elle s'est montée des groupes de femmes bénévoles, c'était fou, non, là. c'était fou. Il y avait tellement de gens. À chaque activité, c'est comme si tu me disais, mais madame là, c'est la mairesse de la ville. Les ventes de garage. Elle faisait tout ce que tu peux penser pour ramasser des fonds. Ouais. Tout. OK. Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas coûté une fortune non plus, là. Je pense que ça a coûté, à l'époque, 7 000 $ pour acheter le bâtiment puis le terrain. OK. C'était 7 000 US, je pense. Fait que tu sais, c'était comme...
Après ça, peut-être un 7 000, 10 000 d'aménagement. Après ça, à cette époque-là, ça allait bien. On pouvait envoyer des choses. Donc, on avait payé. Je pense qu'il y avait... Matériel scolaire. Il y avait un container de vieux pupitres d'école d'ici avec des tableaux qui étaient rentrés. OK. Ça a commencé vraiment comme ça. Après, on a compris que c'est beaucoup mieux de ramasser des fonds puis de faire travailler les ébénistes de là-bas pour faire les tables, les chaises. Mais au début, on a fait nos expériences, on ne savait pas. Mais plus qu'on était dans la communauté, plus que quand on part un projet, ça fait vivre, d'être capable de faire vivre le plus de monde possible. L'ébéniste, celui qui est le ferblantier, le maçon. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vraiment une communauté. Je pense que oui, c'est une école. Vous donnez du savoir aux gens, mais il y a aussi... Création d'emplois. Une création d'emplois qui se fait avec ébénistes. Profs. Même les profs. Ouais. C'est... Les gens qui font à manger à la cantine. La cantine. Exact. Ouais. Même la madame la petite concierge qu'on a, comme, tu sais, il y a... J'oublie tout le temps... Énoise. non, elle est... Quand tu vas la rencontrer, tu vas comprendre pourquoi. J'ai hâte. Pépite, c'est une pépite. Mais, tu sais, c'est tout ça, les gens, tu y penses pas, là, mais c'est une quarantaine d'emplois, de salaires réguliers. Okay. Donc, c'est quelque chose de gros dans la région, même parmi les autres écoles aussi, où est-ce que parfois, ils vont passer 2-3 mois, les enseignants ou les médecins, whatever, sans être payés, rémunérés. Donc là, nous, c'est des salaires comme ici, là. C'est des salaires fixes, tu sais, puis c'est quelque chose de vraiment... c'est cool. Là. Mais là, j'inclus tout le staff aussi du secondaire. Là. OK. Ouais. Les professeurs, des fois, qu'il faut qu'ils viennent de loin. C'est pas toujours des professeurs de la région. Parce qu'au début, quand j'ai commencé avec mes éducatrices de préscolaire, le niveau plus haut dans ce que j'ai trouvé, c'était des secondaires 2. OK. Fait que moi, je me souviens, mon critère d'emploi, c'est « Aimes-tu les enfants? » Donc, il a fallu aussi pendant 10 ans que je fasse la formation des maîtres, des enseignants. Pendant 10 ans, ça, c'était sans arrêt. Sans arrêt. En étant sur place, à chaque jour, de faire des supervisions de classe, puis après ça, d'envoyer les professeurs aussi se former. Jusqu'à présent, on fait ça. D'ailleurs, le directeur qui est là en ce moment, c'est un élève qu'on a commencé à parrainer qui avait 5 ans, puis qu'on a payé ses études jusqu'à l'université en enseignement. Puis c'est lui qui est directeur de l'école. Fait que ça a été aussi... L'école, c'était un projet aussi de communauté, de société, où ça a monté le niveau de scolarisation de Payan, de la région. C'est bien. Ouais. Puis, je pense que vous avez mis votre pierre à l'édifice. En fait, plusieurs pierres, vu que c'est plusieurs enfants. Non, mais c'est vrai, chaque enfant qui est passé, tu sais, c'est une pierre à l'édifice, puis je pense que ça vient monter, tu sais, le taux de scolarisation pour la région, mais même pour Haïti, parce que je pense qu'on en a besoin. Vraiment. Bon, maintenant, Anaïka, je sais que ta mère t'a passé le flambeau. Oui. Tu es la présidente de l'association. Nouvellement, oui. Donc, maintenant, parce que ta mère, je pense que c'est le passé, entre guillemets, même si elle est là. Mais maintenant, c'est quoi l'association? Il y a combien de gens? Je sais que, bon, toi, en fait, tout le monde est bénévole, non? Oui. Alors, on est bénévole chargé de projet, mais oui, tout le monde met la main à la pâte, si tu veux, là. OK. Sauf que oui, on a les personnes qui sont à l'école, qui travaillent, c'est des employés, mais de l'association, oui. OK, tout le monde est bénévole. Tu me dis, c'est quoi on va dire, bon, j'imagine que la structure n'a pas changé entre toi et ta mère. La structure, c'est quand même le même. Vous avez un conseil d'administration qui est formé, c'est des gens de Terre sans frontières? Plus maintenant, ça, c'était au début, là. Là, mais maintenant, on a des coopérants qui ont passé en Haïti. On a des membres de la famille, des amis. Puis il y a son frère aussi qui est sur le CA depuis 2 ans. OK. Ouais, qui est en train de prendre la relève à mon père, qui était comme le... comptable. Ouais. OK. C'est ça. Donc, on va dire aujourd'hui, en tant que présidente, tu décides de faire un projet. Est-ce que tu dois absolument voir le CA? Ou on va dire, tu peux juste te lever puis dire, tu sais quoi, moi, je veux je veux une église dans l'école aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Non. Déjà, les fonds, tous les dons que les gens ils font à l'association ne sont pas gérés par nous, c'est géré par Terre sans frontières. Donc, tout est directement là-bas. Donc, moi, je peux pas demain matin décider, OK, je vais construire un terrain de basket, puis je prends les fonds, je me fais un chèque, puis je fais ça. Non, il faut vraiment écrire un projet
Avec là-bas aussi sortir les factures les coûts de matériaux. Il faut vraiment montrer le plan complet du projet. Bien sûr, en discuter entre nous. Là, je vais pas, moi, demain matin, sans parler avec tout le monde, puis on arrive à l'école et il y a un truc de construit. On parle entre nous. On envoie le projet à Terre sans frontières, puis eux, ils ont leurs requirements, leurs critères. Leurs critères ils vont pas non plus commencer à nous donner l'argent sans preuve qu'il y a quelque chose qui a été construit. Fait que nous aussi, une fois que c'est fait, ben on leur fait un rapport de qu'est-ce qui a été fait, puis envoyer des photos s'il y a lieu de qu'est-ce qui a été construit. Oui, c'est ça. Les redditions de comptes sont faites surtout à Terre sans frontières. À Terre sans frontières. OK. Ouais. Fait que dans le fond, vous allez dire, dans le fond, côté argent. On touche pas. Même moi, si une personne me demande tiens, je te donne $100, donne-le à l'association, je vais les référer à soit faire un chèque à Terre sans frontières en mentionnant que c'est pour ADNDP, ou d'aller directement sur le site de Terre sans frontières. Il y a la section où est-ce qu'on choisit projet Haïti. Puis t'écris ADNDP pour la description, puis que ça aille directement à Terre sans frontières. Il y aura pas je ferai pas le pont pour toute transparence puis parce qu'avec Terre sans frontières aussi, tout don de $20 et plus, la personne a un reçu d'impôt. Donc c'est plus avantageux. C'est Terre sans frontières aussi qui envoie les reçus d'impôt à la fin de l'année. Donc tout est géré de leur côté. OK. Puis là, t'es présidente, ça fait combien de temps? Là, je rentre sur la 3e année. OK. Ouais. Fait que ton mandat a commencé, mais Haïti, c'est pas de toute paix en ce moment. Non. Donc, est-ce que tu peux me parler des défis, on va dire, même si tu es à distance, il reste que en tant que président de l'association, tu as quand même des défis que tu dois faire face. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu des défis ou qu'est-ce que tu es allé en Haïti dernièrement? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as constaté en tant que nouvelle présidente de ce nouveau mandat? Je pense que mon allée en Haïti était plus que nécessaire, comme on disait tout à l'heure, pour que c'est mes parents et grands-parents, mon père, ma mère, mes grands-parents qui ont toujours gardé le flambeau. Moi, j'étais juste le produit, le résultat du travail. Donc, la façon que je voyais ce qui se faisait n'était pas du même œil, on pourrait dire, versus là, maintenant, c'est de voir toute la structure derrière tout ce qui est... Je le voyais, j'allais dans les levées de fonds et tout, mais de vraiment devoir s'asseoir, puis OK, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a faire la comptabilité et tout. C'est sûr que c'est une des charges nouvelles, mais qui sont importantes pour que je comprenne vraiment le pourquoi qu'on fait tout ça. Je dirais que quand j'étais en Haïti, comme on disait, c'est qu'ici, on a un peu de... On roule pas sur l'or, mais j'ai quand même... Là, on a un système de santé-ish, si tu veux. On a certaines choses versus là-bas, tu te dis... Le parent, il doit même regarder C'est pas juste envoyer son enfant à l'école qu'il doit calculer, lui. Il doit calculer le transport pour amener l'enfant à l'école. Il doit calculer l'uniforme pour habiller cet enfant-là, et sans compter la boîte à lunch à chaque jour pour cet enfant-là. Fait quand on voit vraiment, comment je pourrais dire, c'est que je peux voir tu le sens dans la communauté que les parents veulent que leur enfant ait une éducation, mais c'est que c'est par faute de moyens qu'ils peuvent pas, là. Un parent, je pense que pour un parent haïtien, le truc le plus lourd qu'ils peuvent avoir sur leur épaule, c'est de voir leur enfant à la maison puis qu'il va pas à l'école. Fait que moi, ça m'a vraiment donné un petit boost de plus pour continuer à parler de l'école, continuer à montrer à quel point que c'est important, cette différence qu'une personne peut faire en donnant $100 par année, 150, 200, 300. Dans une année, la différence, elle est réelle. C'est pas que on vit dans une société puis moi je choisis là si je veux aller à l'école, je choisis si finalement je veux faire une formation professionnelle, je choisis, c'est un luxe aller à l'école puis ça ne devrait pas, c'est les nécessités de base. Fait que je pense que ça m'a juste fait donner le fougue de plus de vouloir montrer comment je pourrais dire, vouloir plus mettre la lumière sur l'école. Je te dirais que aussi ça me fait voir la réalité
comme ma mère, elle a dû apprendre un peu le système de l'éducation, comment qui fonctionne. Là, moi, je rentre dans la roue de comprendre comment que ça fonctionne. OK, bon, on a dit qu'on commençait l'année scolaire le 27. OK, cool, on est prêt? Ah ben non, mais le gouvernement vient de dire qu'on commence en octobre. OK. Mais là, nos profs qui n'avaient pas de salaire pendant l'été, on va encore est-ce qu'on va pouvoir les garder? Si on les paye pas ce mois-là, qu'on rentre pas, c'est quoi qu'on prend maintenant comme solution, ou est-ce qu'on leur offre des formations pour qu'on puisse, fait que là, c'est des réalités que, sur le coup, ça peut paraître super beau. Là, on commence l'école ici le 28, ça va, l'année scolaire a commencé, versus nous, il peut y avoir tellement des imprévus, que ce soit naturel ou gouvernemental, que soudainement, pour X raisons, le pays lock, ou bien il y a une tragédie qui arrive, puis ben, même les parents, ils sont sur le choc, ils peuvent pas envoyer leur enfant à l'école. Il y a plein de choses qu'on doit comme prendre en compte, puis je suis en train de les apprendre. Je suis un peu loin de... je suis encore loin de où est-ce que je peux être dans l'école. En ce moment, je suis dans ma phase d'apprentissage sur tous les niveaux, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la réalité là-bas directement. Mais si je peux te dire, s'il y a une chose qui m'a vraiment donné le pourquoi, c'est quand tu rentres dans cette école-là, puis à la seconde que tu traverses, tu vois une boule d'énergie des enfants, là. C'est comme... tu rentres dans une autre multiverse un peu, là, une autre dimension. Toi, tu le vois derrière les murs de l'école, qui a la pauvreté, que le parent qui est en train de stresser et tout. À travers, une fois que tu rentres dans l'école, tu vois à quel point que ce lieu-là est vivant et qu'il rapporte même pour l'enfant, tu sais, on a un impact dans sa vie, là, on est en train d'impacter sa vie de façon positive, puis je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de lui donner une éducation qui peut lui permettre de faire des meilleurs choix dans sa vie. Que tu veux devenir politicien mais tu sais, je pense que c'est de le voir qu'on a un impact dans l'avenir du pays. Puis pour moi, Haïti m'a donné beaucoup, puis c'est le minimum que je peux faire. Bien dit. Tu as dit beaucoup de choses que je dois touch base sur ça. Ouais. Il y a un élément en plus que tu as dit, je pense que l'histoire de tu dois grandir, on va dire, t'es pas encore là. Je pense que juste le fait que tu as cette mentalité-là, je pense que tu vas aller loin. Parce que je pense que pour grandir, il faut que tu sois capable d'admettre que t'es pas encore là. Mais tu sais, tu deals avec le fait que, bon, Haïti, c'est pas un pays calme. Il y a des enfants qui ont faim. Ouais. Tu deals avec des manques de ressources parce que vous roulez pas sur l'or. Ouais. Vous essayez de donner une éducation de qualité à bas prix, on va dire. Je sais pas si c'est la bonne expression. Puis après, il y a le gouvernement haïtien. Non, mais ça, je trouve ça intéressant parce que qu'est-ce qui fait... Selon vous, quand ils disent, OK, ben, au début, l'école était censée commencer le 1er septembre, on va dire, puis il dit que ça commence en octobre, c'est sur quelle base? C'est quoi la raison, en fait? Ce que tu me corrigeras, là, par ton expérience. Moi, de ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est que le ministère de l'Éducation est basé vraiment sur la centralisation de Port-au-Prince. Fait que quand ils prennent une décision, ils ne prennent pas en fonction de la réalité des autres régions. Fait que ça va être une décision générale. OK, pays à loc, système éducation fermé, fait qu'on peut pas recevoir les paiements, les inscriptions, les ci, les ça. On peut pas les recevoir parce que la centrale est à Port-au-Prince. Fait que le ministère elle-même est fermé. Fait qu'il y a des choses que on peut pas faire. Mais je pense que ils ont des inspecteurs et tout un peu partout, mais il faudrait décentraliser Port-au-Prince. Fait que les ministères d'éducation, qu'il y en ait les plus gros centres, là, ce qu'ils font à Port-au-Prince, qu'il y en ait un peu partout, que comme ça, que s'il y a une partie du pays qui est gelée, qu'on souhaiterait pas, là, où on voudrait que tout enfant puisse aller à l'école, mais que ce soit un ricochet à la vraie réalité. Parce que le pays qui est là, à Port-au-Prince, parce que pour X raisons, nous, à Payan, c'est pas du tout la même réalité. Fait que souvent, c'est que c'est des décisions centralisées par rapport à Port-au-Prince, mais qui reflètent pas le pays au complet. Ouais. Puis étant donné que les écoles, j'ajouterais que les écoles sont tellement chères à Port-au-Prince, c'est vraiment exagéré. Là. Il y a des écoles que c'est carrément des business, là. Parfois, ça fait l'affaire des parents, aussi des familles, de sauter le frais de septembre. Okay. Ça lui fait un frais en moins à lui, là. Okay. Tu sais, ça peut être un 2000 $, là. Tu sais, ce que tu payes à mon école pour une année, tu le payes probablement par mois dans les villes.
Donc, ça fait comme aussi, il y a comme probablement une pression sociale aussi de dire, OK, on va alléger les parents, ils n'auront pas, ou les parents sont carrément pas prêts. Tu sais, les uniformes, acheter les toiles, de coudre l'uniforme, en tout cas, ils sont pas prêts d'envoyer les enfants. En plus de l'insécurité, là, c'est sûr. Mais par contre, c'est ça. Mais par contre, nous autres, cette réalité-là, moi, c'est ce qui m'agace, c'est que si on touche pas le septembre dans les mains du parent, ça veut dire que les professeurs vont pas être payés pour septembre. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours en train de balancer la famille, puis aussi, vu que j'étais la directrice, je balançais aussi sur le bord des profs, tu sais, je me mettais à la place des profs. C'est vraiment, là, pour eux autres, c'est gros parce qu'eux autres aussi ont des enfants envoyés à l'école. Fait que souvent, le salaire de septembre, ça va être ce salaire-là qui va permettre eux autres aussi qui vont habiller leurs enfants, qui vont, tu sais. Fait que c'est souvent des choix qui sont déchirants. Ouais, j'imagine. Puis, bon, c'est sûr que l'école a 30 ans. Ça n'a pas été 30 ans. L'année prochaine. L'année prochaine, 30 ans, ouais. OK. C'est sûr que c'était pas 30 ans on va dire, d'artifice et de joie. Est-ce qu'il y a des moments, on va dire, Feu d'artifice. Ouais, le feu est allumé, oui. Ouais, exactement. Bon, toi aussi, l'école a quasiment ton âge. Fait que souvent, toi aussi, tu peux relater des faits, des moments, souvent que tu as entendu tes parents dire, tu sais quoi, bouquet avec l'école là. Donc, est-ce qu'il y a un moment vraiment que vous avez dit, tu sais quoi, je suis québécois, je rentre avec mes 3 enfants à Montréal, l'école, démêlez-nous. Ça, dégagez-nous, j'ai plus besoin d'être là. Est-ce qu'il y a des moments vraiment que ça arrivé ou que tu as entendu tes parents en Aïka? Ouais, c'est presque chaque année. J'allais dire, à chaque fois qu'on fait le topo de on est rendu où, ça fait le oh my God, que c'est lourd parce que on en rit, mais la réalité est que Haïti, malheureusement, peut-être dans les 10 dernières années, je dirais même depuis le tremblement de terre, fait que 12 dernières années, ça décline. C'est comme si tu te dis, OK, tu sais, même moi, je voudrais être en Haïti. Là, je te dire que je fais 6 mois, mais la réalité, c'est tellement imprévisible. Genre, c'est imprévisible. Mais oui, mais je pense qu'en même temps, c'est nécessaire qu'on le fasse, le fameux est-ce qu'on laisse pas tout tomber? Parce que ça pousse justement à revoir le 30 ans. Ton why. Le why, le pourquoi je le fais, ça te frappe vite parce que on aurait pu dire on le ferme quand on avait les 8 enfants, mais là qu'on en a 200... ça, c'est ça de mon primaire. Le primaire, plus les 200 secondaires, là que tu te dis, OK, mais je mets 400 enfants... c'est ça. Souvent, c'est de se réinterroger sur le why. Puis là, tu penses aux jeunes que t'impactes, comme tu as dit. Ouais. Puis tu te rebranches là-dessus. Tu sais, c'est comme ce matin, pourquoi je viens faire l'entrevue. Puis là, j'étais dans la voiture. Puis ça a été tout le temps ça pendant 30 ans. Je me refocusais tout le temps. Je le fais pour les enfants. Mm-hmm. Je le fais pour les enfants. Fait que, tu sais, je mets ma timidité de bord, puis tout ça. Okay. C'est de revenir tout le temps. Mais ça n'a vraiment pas été facile, effectivement. Tu sais, la formation des professeurs, quand je te dis que le niveau des professeurs est un secondaire 2, pour être capable de les amener à des niveaux collégial, universitaires, c'est un 15 ans de travail intensif, là. Mm-hmm. Fin de semaine, de la formation. Tu sais, c'était énorme. Puis là, une fois que tu as des belles batches de professeurs bien formés, bien là, tu as les écoles qui ont plus d'argent parce qu'ils reçoivent l'argent des missions étrangères ou tout ça. Mm-hmm. Puis là, ils passent puis ils ramassent tous tes professeurs. Ils doublent leur salaire. Là, tu recommences à zéro avec un autre staff. Pardon. Fait que ça a été plusieurs fois que j'ai vécu ça, là. Ben, ça, c'était vraiment frustrant. En plus, c'est ça que je me disais, je fais comme, tu sais, avec Haïti, genre, il y a l'exode vers Port-au-Prince, tout le monde veut sortir des régions pour aller vers Port-au-Prince, mais il y a aussi le fait que il y a des gens qui rêvent de quitter Haïti pour des raisons que je comprends tout à fait. Donc, comment tu peux bâtir une école, on va dire, une école, c'est sûr qu'il y a plusieurs corps de métier, mais une école
son professeur, on est mal. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que justement, ça, c'est cette année que ça nous a amené à réfléchir. C'est une vraie réalité. Moi, quand j'étais en novembre, j'étais dans un quartier où est-ce que le bruit des enfants qui courent puis qui jouent, c'est comme c'est le background noise de Payan. Genre, il y a que ça. L'école Laguet, t'entends que ça dans le quartier, les enfants qui rient. Là, silence. C'est le silence. Il y a plus personne. Les maisons sont vides. Le quartier est vide. Là, c'est le wow, OK, mais c'est pas. Maintenant, c'est pas juste question de, oui, donner de l'éducation aux gens, mais c'est. OK, mais on va chercher où, justement, notre bassin? Puis c'est là que ça nous a amené à réfléchir à un programme. On l'a pas encore on l'a pas encore officialisé, mais on est en discussion à voir comment qu'on pourrait le structurer, mais un programme de bourse, de justement que tous ces élèves-là qu'on a eu depuis la préscolaire maternelle jusqu'à Réto Philo, ben, pour essayer de pouvoir leur donner le drive d'aller plus loin puis d'avoir un métier qui vient avec, d'essayer de donner une bourse. Là, on y allait vers enseignement, mais peut-être dans le futur, si on a assez de... Quand on va avoir assez de dons, ben, ce sera des bourses professionnelles, point. Puis ça viendrait, que ce soit éducation spécialisée, que ça pourrait venir amener d'autres trucs positifs pour l'école. Mais pour le moment, on aimerait justement aller vers des bourses pour exemple, la personne payer son université, mais qu'en même temps, avec le niveau qu'elle va avoir, ben, peut-être qu'elle peut commencer à être prof de première année. Puis après ça, quand elle va avoir son diplôme, ben là, on pourrait lui augmenter. Parce que je pense aussi, c'est que là, le gouvernement a changé un peu leur façon de faire. Il y a des formations qui sont obligatoires maintenant si tu veux être prof de tel. Ce qui est bon, une bonne chose, comme ça monte le niveau de gens qu'on a, mais... ça reste que le bassin, il est vide. Le bassin, il est vide. Fait que ceux qui sont encore là, qui ont l'amour pour Haïti, qui veulent pas quitter, nous, on essaie de... Comment qu'on peut continuer ce rôle communautaire pour l'aider? Parce qu'on a vu le produit avec notre directeur. Notre directeur, lui, il a été jusqu'à l'université, puis il est revenu redonner à l'école. Puis c'est ce qui est différent, c'est que la personne, elle le why, elle l'est intégrée dans elle. C'est pas une personne qui vient nécessairement de trop loin, puis que là, c'est bon, moi, dès que je trouve une job à côté de chez moi, ce qui est totalement normal, parce que tu calcules que oui, toi, tu me payes peut-être 2000, mais je passe 1500 en dépenses de moto juste pour venir à l'école. Il me reste 500 pour manger dans le mois. Il y a ça, fait que d'essayer, on irait vers ça pour la prochaine année. Peut-être pour le 30e, on va annoncer le programme de bourse. Ce serait une solution qu'on verrait à l'Exode. Mais tu sais, comme on dit, c'est qu'on apprend à chaque année. Comme ça peut arriver que là, on dit ça, puis pour X raisons, dans 3 ans, il y a un boom, les Haïtiens décident de « Ah, moi, un bout qui est là de bas », puis ils retournent. On le sait pas. C'est tellement imprévisible qu'on essaie de contrôler ce qu'on peut. Okay. Oui, parce qu'on fluctue avec la politique américaine aussi par rapport aux sorties, aux visas qui sont émis, mais aussi au retour éventuel. Oui, la déportation et tout. On le sait pas. Fait que ça, en ce moment, c'est que les campagnes se vident depuis, je vous dirais, 6-7 ans. Depuis qu'il y a eu des visas qui ont été émis pour le Chili, Brésil. Après ça, Biden, Canada. Depuis que Biden a ouvert, ben là, c'est certain que c'est vraiment, je pourrais dire, plus les professionnels qui quittent. Fait qu'on est encore en train d'avoir la pression de... Il y a presque plus de professeurs qui sont vraiment bien scolarisés. Le peu qui sont, c'est comme l'offre la demande, ça veut dire qu'eux autres, ils ont le beau rôle. Okay. Ils ont le beau rôle. Puis, ce qui va peut-être faire changer les choses, c'est que l'université... qui enseigne la partie éducation, sciences de l'éducation. Elle était à Miragouane, qui est quand même en bas de la montagne, qui demandait énormément de frais et de sacrifices pour les transports. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient étudier là-bas, à moins qu'il y avait une aide de l'extérieur. Maintenant, il y a une école qu'on appelle une école normale de formation de jardinières et d'instructeurs à Payan, qui fait qu'on suppose que dans c'est 3 ans d'études. Ouais. Donc, je pense que dans peut-être 6 ans, quand il va y avoir quelques promotions de sortie, là, il va y avoir plus un bassin. Mais ça va encore dépendre de la politique extérieure. Ça va dépendre s'il y a de plus en plus de missions qui rentrent.
puis qui ont l'argent, ils ont les sous pour les payer, ces professeurs-là. Donc, nous, on est privé, mais je me considère aussi communautaire dans la façon qu'on fonctionne. Donc, c'est ça. Ça fluctue toujours beaucoup. Donc, les défis, comme elle dit, c'est vraiment la rétention des professeurs, d'offrir des choses, on ne sait pas encore quoi. Quand j'étais là sur place, c'était comme on offrait les soins médicaux, par exemple, aux professeurs. Tu sais, si t'offres, ça n'existe pas en Haïti. Fait que si tu as les moyens d'offrir des soins médicaux et à sa famille ou de parrainer son enfant entièrement, ou c'est bien parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui restent, qui sont là depuis des années. C'est aussi parce que leurs enfants sont là, sont dans l'école. Leurs nièces sont là, leurs neveux sont là. Donc, ils sont en train d'instruire leur famille. Tu sais, ouais. Fait que ça aussi, c'est un élément qui peut être motivant. Puis, il y a un autre des défis, des enjeux aussi qu'il y a, c'est la baisse, la population vieillissante ici. Puis, au niveau des personnes, les donateurs. On s'aperçoit aussi que, tu sais, on avait peut-être, à une époque, 150 parrains. Puis là, la population est vieillissante. Là, ça a descendu. On a eu 80. L'année passée, c'était comme après une trentaine. OK. Fait que ça, la population vieillissante aussi, c'est la baisse, je pourrais dire, des donateurs. Okay. Là, on est en train aussi de réfléchir comment chercher. Amener une nouvelle image, là, peut-être rajeunir l'image de l'association en même temps d'aller peut-être aller chercher justement des donateurs qui seraient plus jeunes aussi. Ben c'est ça, qu'est-ce que je retiens, on va dire, c'est... Bon, c'est sûr que sur le terrain, c'est pas facile. Il faut nourrir les enfants parce que tu veux pas que l'enfant elle vende vide pendant qu'il est à l'école. Trouver du personnel qualifié. Aussi, vu que c'est une association, naturellement, ça vit des dons, si je peux me permettre, ou corrigez-moi. Donc, là, maintenant, si quelqu'un dit, bon, tu sais quoi, j'ai vu cette belle entrevue, je me sens comme s'il y a de l'argent qui ma main commence à me gratter. Ma main me gratte et puis je me sens vraiment généreux. Comment on s'y prend pour apporter cette pierre à l'édifice? Dans le fond, il faut aller... On a notre site qu'on a lancé officiellement cette année, adndphaiti.com. On va vous mettre le lien ici. Vous pouvez aller sur le site directement. Il y a deux façons de faire des dons. C'est soit à partir du site de Terre sans frontières, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est avec la carte de crédit, ou directement avec un chèque qu'on envoie old school way, un chèque qu'on envoie à Terre sans frontières. Sur le site d'ADNDP, dans la section dons, c'est vraiment mentionné. On a mis présentement l'option de, juste pour que les gens aient une idée environ combien ça coûte une année scolaire. Et présentement, on a mis une personne qui veut faire un don de $150 par année. Ça va inclure, ça vient pas parrainer un enfant nécessairement, mais que ça va rentrer à diminuer les coûts manuels scolaires ou pouvoir donner une collation ou quelque chose à l'enfant. Mais il n'y a pas de limitation. C'est pas si vous voulez donner $3,000, $4,000 directement dans la section dons de l'association, et ça va avec toute transparence à Terre sans frontières. Et une fois qu'on a un projet en place, on l'envoie à eux et ils débloquent les fonds. Puis le transfert se fait, même là, de banque à banque. Ça se fait de la banque de Terre sans frontières à la banque en Haïti. Fait qu'il n'y a pas de manipulation entre nous là qui se fait. OK. Puis, j'aime ça avoir le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association ADNDP ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Haïti, peu importe, mais les souhaits sont illimités ici. Ouais. Cependant, je ne promets pas que ça se réalise, mais si on peut faire un souhait, est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête? Pour les 30 ans, moi, j'aimerais qu'on ait suffisamment de fonds. Comme j'ai dit, qu'on lance une campagne de financement de, je sais pas, $100 000, exemple, qui va nous permettre d'offrir, parce que là, la cantine, on l'offre seulement aux maternelles et aux primaires. Okay. Mais quand on y va, les jeunes de secondaire nous demandent tout le temps, mais pourquoi nous? T'sais, comme on n'a pas de bouche nous-mêmes, là. Fait que j'aimerais vraiment, comme tu as dit, la première chose, pour être sac vide, pas campé, la première chose, c'est d'avoir le ventre rempli pour être capable d'avoir le niveau de concentration puis réussir tes études.
Puis, ça serait d'être capable d'offrir une cantine, finalement, à toute l'école. Avec le même montant qu'on a, avec les années qui passent, puis que la nourriture qui augmente. On était à 5 jours semaine, c'était des repas. On a descendu à 3 jours semaine des repas. Mais l'année passée, c'était 3 jours semaine, mais des collations. OK. Parce qu'on a toujours comme le même montant qu'on roule annuel, mais le coût de la vie Puis fait que c'est comme là, on est à 3 jours semaine, mais je me rends compte, c'est autant que la cantine scolaire, elle fait du bien aussi aux enseignants. Parce que si on ferait des tests médicaux, des prises de sang à tous les enseignants, je pense, en Haïti, puis en tout cas, peut-être la majorité des gens, c'est sûr qu'il y a de l'anémie, là. On n'est pas loin de la famine. T'sais, on a des beaux mots qui veulent exprimer insécurité alimentaire, blablabla. Bla, bla, bla. Mais nous, quand on y va ou quand on voit par vidéo les gens, on voit qu'ils maigrissent, là. Okay. On les voit. On voit qu'ils maigrissent. Ça creuse, ouais. Fait que là, c'est pas encore nommé pour Haïti, mais on n'est pas loin. C'est plus juste la malnutrition. Moi, je le nomme. Moi, je dis malnutrition, malnutrition, pas loin de la famine. Fait que ça, c'est ce que je souhaiterais pour l'association, qu'on ait des fonds excédents après la scolarisation. Le programme de scolarisation, présentement, ça paye une partie des manuels scolaires. Avant, on les payait tous. Mais encore là, c'est le même montant. Fait que là, on paye maintenant une partie des manuels scolaires. Le reste, c'est sur la charge des parents. C'est extrêmement lourd, difficile pour eux. Puis, il y a une partie du salaire c'est plus l'augmentation. C'est pas les salaires comme tels. L'école arrive à les payer maintenant par les parents. Mais il y a les augmentations annuelles pour justement avoir la rétention du personnel. Donc après avoir géré la scolarisation, les manuels scolaires, les profs, moi, ce que je souhaite à Haïti, c'est d'avoir pour l'association, c'est d'avoir un excédent pour qu'on soit capable d'offrir aussi la cantine scolaire. Et puis aussi d'en revenir aussi au jardin, aux pépinières. Tu sais, parce que c'est comme on dit, on monte aux gens empêchés. C'est pas de leur donner toujours un poisson. Tu sais, les gens, ils me reviennent souvent avec ça. Mais je leur dis, depuis un peu plus que 10 ans, on dirait qu'on est toujours en état d'urgence. Ah oui? Tu sais, on n'est plus dans des projets, justement, long avec terme, l'idée d'apprendre aux gens à pêcher, tu sais. On est toujours en train de gérer de l'urgence. En effet, ça fait 10 ans qu'on est en mode d'urgence, mais à un moment donné, l'urgence, le sentiment d'urgence, à un moment donné, il n'est plus là. Mais ça, c'est une autre discussion, peut-être pour une autre journée. Mais oui, moi, c'est exactement la même chose. Je pense que d'être simplement en mesure de enlever le plus de poids possible à ses parents, que moi, je le vois, la réalité, quand je suis là-bas. C'est pas des personnes qui se lèvent avec veston, cravate, puis que ils roulent des voitures. C'est vraiment, la personne peut marcher 1 heure pour se rendre où est-ce qu'elle doit aller. C'est la réalité est vraiment, je me dis que l'éducation, c'est quelque chose qui devrait être gratuit, tout simplement. Avoir accès à un ventre rempli, ce serait que le minimum. Fait que de se rendre à un point où est-ce qu'on peut vraiment offrir ça, les manuels scolaires complètement à notre charge. Là, on le sait que ton enfant va... une collation, qu'on t'offre la collation, le dîner s'il le faut, mais je le vois en grand parce que je vois l'impact que ça a d'enlever ce poids-là sur les parents. Parce que, tu sais, c'est pas... Ils vivent pas dans le luxe, fait que de pouvoir leur permettre d'avoir ce petit 1 000 $ qu'ils auraient dépensé dans l'année pour des manuels scolaires ou peu importe, c'est un 1 000 $ qu'ils auraient pu peut-être acheter des semences ou acheter un mamite de maïs de plus pour avoir une récolte 2 fois plus grande. Fait que je pense... Puis ces deux-là, moi, j'y vais aussi de l'aspect école, mais aussi comme on dit, de pouvoir se remettre dans la communauté, que ce soit de le recommencer, de pouvoir planter des arbres, donner des arbres fruitiers, ou peu importe tout ce qui pour remettre en valeur ce qu'ils sont. Je pense que c'est ce que je souhaiterais de plus pour nous. OK. Bon, ça conclut, je pense, l'épisode, le premier épisode. Donc, j'espère que vous avez aimé apprendre sur comment Madame Sophie a commencé l'école, mais aussi comment Anaïkar est en train de reprendre tous ces défis à distance. Si vous voulez faire des dons à DNDP, on va mettre ça quelque part, là, je sais pas. Mais ça va être quelque part sur la vidéo, puis on va mettre tout ça en lien. Donc, merci d'avoir écouté. Puis aussi, n'hésitez pas à aller visiter
le site web aussi. Bon, je sais qu'Anaïka, sur son Linktree, on va mettre ton truc Instagram. Je pense pas que tu mets dans Instagram, puis je pense pas qu'elle a besoin d'être famous. Donc, on va la préserver de ça. On va la préserver de ça. Donc, c'est Anaïka. Qui va être le visage. Qui est le visage de l'association. Mais que je pensais que c'était important d'avoir les deux personnes, le passé, le présent, qui se réunissent ensemble pour pouvoir parler de l'association, puis aussi de ce beau projet qui a duré 30 ans. Mais je crois que c'est plus un projet. Maintenant, c'est rendu un... En tout cas, l'école. Institution. Ouais, c'est institution parce que, ouais, c'est ça. Mais merci à toi aussi de nous avoir invités. Je pense que c'est une première pour nous deux de faire une entrevue qui parle de l'école, puis de montrer what we do to the people. Merci à toi et ta plateforme. Beaucoup. Merci. Et merci Munchies. Ouais, merci Munchies.